Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief à la fois de Milan-San Remo et de Milan-San Remo féminin. La course féminine sera débriefée dans la deuxième partie de la vidéo, la première partie de ce contenu, on pourrait dire, pour éviter la répétition, sera, même si j'aime pas vraiment le terme, sera consacré à la course des garçons. On va revenir sur tout ce qui s'est passé, top, flop, résumé de la journée, à la fois pour les filles, à la fois pour les garçons. Et on commence tout de suite cette vidéo. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déplu. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également ajouter la petite cloche. Cliquez rapidement sur les notifications, sur les miniatures, juste après la mise en ligne des vidéos. Et je rappelle que les super thanks, c'est seulement si vous avez les moyen. Milan-San Remo, début pluvieux, fin, je dirais pas avec un grand soleil, mais fin avec des meilleures conditions et surtout une route sèche, parce qu'on s'était dit la Ciprezza et le Poggio, route humide, c'est quand même plus la même chose. Et avec un petit vent d'eau aujourd'hui, ce qui a donné quand même une moyenne assez intéressante, hein, parce qu'on est arrivé quand même en 6h22, c'est-à-dire 45 288 de moyenne pour cette édition de Milan-San Remo. Autant vous dire que ça n'a pas chômé. On commence tout de suite eh bien, avec la course du jour, le résumé de cette épreuve. Une échappée qui a mis une dizaine de kilomètres à se former. Enfin, elle s'est formée en plusieurs temps, cette échappée. Les premiers coureurs ont mis 10 km à sortir. À 283 km de l'arrivée, on a une première échappée de 3, donc avec Alessandro Verret, le coureur du team Arkea BNB Hotel, qui avait un maillot spécial Bianchi pour célébrer l'anniversaire de la marque. On avait également Marcelluzzi de la Bardiani, et Mancini, jeune coureur de 19 ans. Non, c'est pas lui qui avait 19 ans. Non, c'était lui le petit-fils de je sais plus quel champion italien des années 50. Échappé qui va être rejoint par un groupe de 4. Groupe de 4 qui va partir au kilomètre 284, j'ai noté. Non, 276, voilà, pour la suite de l'échappée. Échappée avec Vestrofier, avec Mark Stewart du côté de l'équipe Solution Tech Vini Fantini, avec Tourconi également et Mathis Lebert. Ces 4 hommes, dont Tourconi, c'était lui qui avait 19 ans, vont rejoindre les 3 hommes de tête au kilomètre 264. Sauf qu'entre-temps, on a un autre coureur qui a attaqué, Sbaragli, là encore de la team Solution Tech, et qui va lui rejoindre cette échappée au kilomètre 253 km de l'arrivée. À ce moment-là, quand il se retrouve à 8, l'échappée à 5 minutes 35 d'avance. En gros, ça sera l'écart max, car ensuite, on sera plutôt aux alentours de 3 minutes, entre 3 minutes et 3 minutes 40, à 190 km de l'arrivée, on est à 3,40. L'écart diminue à 2,55, puis au sommet du Passo del Turcino, on est de nouveau à 3 minutes 40 à 150 km de l'arrivée. Et enfin, 3 minutes à 117 km de l'arrivée, l'écart qui sera stable, vu qu'à 60 km de l'arrivée, on est à 2 minutes 55. Autant vous dire qu'à ce moment-là, il ne s'est pas passé grand-chose dans la course. On arrive aux 3 capis, et c'est Mancini qui est le premier lâché dans cette échappée, lui qui faisait partie des premiers coureurs à être échappé. Coureur qui tombe, Nelson Poles, qui embarque avec lui Laurens Pitty et Hamilton. Ça m'a permis de me rappeler que Laurens Pitty, on ne l'a pas vu depuis le début de saison, hein, pour le moment chez Red Bull Bora, extrêmement discret, hein, si on compare notamment à Maxime Van Gils, le niveau de discrétion de Pitty est assez impressionnant. Ensuite, Philipsen va avoir un problème mécanique, il va être obligé de changer, non, il va crever et on va lui changer la roue. On va même pas lui changer le vélo, ce qui montrait déjà qu'il n'était pas véritablement leader, et surtout, on ne l'attend pas hein, du côté de la Alpecin, on le laisse un petit peu se démerder. Pour tout vous dire, j'espère Philipsen.
À ce moment-là, l'écart est aux alentours de 2 minutes. Et à 45 km de l'arrivée, l'écart diminue à 1 minute 30, alors qu'on a eu une crevaison avec Christian Sbaragli, qui était dans l'échappée, mais qui va réussir à faire son retour, malgré peut-être quelques petits noms d'oiseaux en italien avec son directeur sportif, parce qu'il était assez énervé de sa crevaison, et ça peut se comprendre. On arrive du côté du capot Bertha. Turconi va être lâché et Marcelluzzi en fait va partir seul, suivi comme son ombre par Vestrofier, mais à une vingtaine, 25 km. Vestrofier qui a fait quand même une belle échappée aujourd'hui. Il me fait beaucoup penser à Alexis Goujard, très généreux dans l'effort, le Alexis Goujard de début de carrière, hein, pas celui de la dernière année chez Cofidis, mais Alexis Goujard qui était comme ça en début de carrière, toujours à l'attaque sur les courses sur le plat, tout le temps en échappée. Je ne sais même pas s'il n'avait pas fait une échappée sur Milan-San Remo. Et Johan Ofredo aussi, hein, qui lui, je suis sûr, était en échappée sur Milan-San Remo une année, qui était voilà, des rouleurs, baroudeurs infatigables. Ben Tulette, lui, il va avoir un problème mécanique à 39 km de l'arrivée et à 33, eh bien l'écart n'est plus que d'1 minute et on arrive à la Ciprezza, à 27 km de l'arrivée, le pied de la Ciprezza, et l'échappée est reprise avec l'énorme tempo mis en place par Nils Politt, qui est le premier étage de la fusée UAE, Nils Politt. Et ensuite, eh bien, on va avoir le gros tempo, notamment de Tim Willems. Tim Willems qui va faire le pied de cette montée. Et à ce moment-là, Pogačar n'est pas totalement dans la roue du coureur de la UAE. Au même moment, dès le pied, nous avons la chute de Paré-Peintre et d'un coureur de la Cofidis qui tombe. Coureur de la Cofidis qui est quand même assez sérieusement touché. Et puis Jasper Philipsen qui est lâché à 25 km de l'arrivée. À ce moment-là, Pogačar remonte grâce à Domen Novak. Et Novak va faire un petit relais, va s'écarter. Et on arrive déjà à Narvaez. Il n'y a plus que Narvaez pour rouler qui va se mettre à 100% pour ensuite avoir la première attaque de Pogačar. On est à 24 km de l'arrivée, encore dans la Ciprezza. Et c'est là où la décision s'est faite, ce qui n'était pas arrivé depuis extrêmement longtemps. Grégoire va tenter de suivre dans un premier temps Romain Grégoire, mais ensuite il va exploser. Et Ganna aussi, dans un premier temps, suit. Puis Pogačar remet une banderille. Et là, c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Mais il arrive à revenir dans la roue de Van Der Poel et Pogačar. Van Der Poel qui n'est pas mis en difficulté par les accélérations de Pogačar dans la Ciprezza. À 19 km de l'arrivée, ce groupe de 3 a déjà 40 secondes d'avance sur le peloton, qui n'arrive pas à s'organiser dans un premier temps et qui va perdre pas mal de temps dans la descente de la Ciprezza. L'écart passera à 1 minute à 15 km de l'arrivée. On sait qu'à ce moment-là, la victoire devrait se jouer entre ces 3 coureurs et plus particulièrement peut-être entre Pogačar et Van Der Poel, même si pour cela il faudra lâcher Ganna et lâcher sérieusement Filippo Ganna. On va aller dans le Poggio, nouvelle attaque de Pogačar qui va inlassablement attaquer, qui va même prendre un moment un vélo d'avance sur Van Der Poel, mais c'est du bluff. C'est surtout que Van Der Poel, il sait qu'il y a un virage derrière, une épingle. Il ne veut pas arriver trop vite dans cette épingle et ne pas utiliser les freins. Et je pense qu'il l'a joué intelligemment. Ganna va être lâché, sauf que Ganna arrive à revenir sur ce groupe-là à 2 km de l'arrivée. Entre-temps, juste avant le sommet, on a eu un contre de Van Der Poel. Vous savez, dans la dernière rampe, juste après le passage à 8%, il avait déjà attaqué une année à cet endroit-là. Il l'a refait, mais Pogačar arrive à suivre dans la roue. Mais on sent que Pogačar est quand même à bloc. Et on se retrouve dans la descente. Ganna prend tous les risques par rapport aux deux de devant qui ne prennent pas vraiment beaucoup de risques et qui ne se mettent pas en danger. On sent qu'ils récupèrent, qu'ils ont besoin de se refaire un petit peu la cerise à ce moment-là, ce qui permet à Ganna de revenir à 5-6 secondes. Alors que l'écart était plutôt à 11-12 secondes au sommet du Poggio. Et ensuite sur le plat, il va revenir à 800 mètres de l'arrivée après le premier virage à angle droit.
Et à ce petit jeu-là ensuite, Pogačar va se mettre en 3e position. Van Der Poel devant avec Ganna qui n'est pas totalement dans sa roue. Pogačar ne va pas réussir à surprendre Van Der Poel qui décide de lancer son sprint à 250 mètres de l'arrivée, mais qui ne sera jamais remonté ni par Ganna ni par Pogačar. En gros, les positions que l'on avait à 800 mètres de l'arrivée seront les mêmes lors de la victoire et sur le passage de cette même ligne d'arrivée. Avec la victoire donc de Van Der Poel, devant Ganna et Pogačar. Et un Van Der Poel extrêmement content à l'arrivée, mais extrêmement fatigué à l'arrivée. Et notamment, il mettra un petit peu de temps à se remettre de cette très très grande victoire. Que dire d'autre? Eh bien qu'on a le sprint du peloton, lui, est réglé par, c'est pas par Philipsen, c'est Matthews, voilà, devant Caden Groves, qui permet à l'équipe Alpecin de marquer des gros points sur cette épreuve. Il faut savoir qu'Alpecin, leur saison, c'est mars. Donc ça veut dire qu'il faut être performant, mars-avril, il faut être performant dans cette zone-là. Leur saison, c'est presque quasiment la moitié de leur saison qui se joue en moins d'un mois et demi. C'est-à-dire qu'il faut être efficace. On a eu une édition assez exceptionnelle de Milan-San Remo, si on devait faire le bilan de ce Milan-San Remo en termes de spectacle. Moi, j'avais jamais connu une attaque dans la Ciprezza. Jackie Durand en parlait chaque année, même les commentateurs italiens à une époque quand je regardais sur la télévision italienne et je comprenais certaines choses, on remontrait à chaque fois ces images de 96, de cette montée de la Ciprezza, en passant, on a explosé le record de 30 secondes du côté de la Ciprezza, mais on attendait à chaque fois ce phénomène-là, et puis ça n'arrivait jamais, et là, on est quand même dans une époque formidable, je dirais, en termes de spectacle, en termes surtout de spectacle peut-être pas, mais en termes de folie dans le cyclisme. On a quand même des mecs, c'est des grands tarés. C'est-à-dire attaquer. Moi, j'ai connu le cyclisme hyper pragmatique. J'en parlais un peu plus tard dans le cyclisme féminin. Je dis c'est la grosse différence entre les filles et les garçons. Aujourd'hui, c'est que les filles, elles respectent les chemins. C'est presque du cyclisme scolaire. Eux, ils les dézinguent, les schémas de course habituels. Ils les fracassent. Mais comme les fracassaient Merckx et Poulidor dans les années 70. Mais on était arrivé à une époque dans les années 2000, à début des années 2010, où le cyclisme, on respectait les schémas de course, on respectait tout ce qui était prévu et il n'y avait pas de folie. On ne prenait pas de risques. Pogačar, Van Der Poel, tous ces coureurs-là prennent énormément de risques. Ganna, même maintenant, même Ineos commence à prendre des risques. Et ça fait un cyclisme formidable. Formidable à regarder. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette édition de Milan-San Remo masculine. Autant chez les filles, je me suis un peu emmerdé. Autant chez les garçons, j'ai pris beaucoup de plaisir grâce à ce spectacle et à ces ogres. Aujourd'hui, du côté du cyclisme masculin. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec Van Der Poel. Il était dans une situation qui n'était pas évidente, Van Der Poel. Déjà parce que, contrairement à l'an dernier où il pouvait jouer avec deux cartes, c'est-à-dire Philipsen et lui, cette année, il savait que la deuxième carte, elle serait quand même un petit peu en difficulté parce que Philipsen est tombé à Nocureux. Ça changeait quand même énormément les plans de l'équipe. Parce que à Milan-San Remo, Van Der Poel, il pouvait presque avancer caché, masqué, parce qu'il y avait Philipsen. Et qu'en gros, on pouvait jouer sur les deux tableaux, un peu comme la SD Works chez les filles. On pouvait jouer à la fois avec Kopecky, à la fois avec Wiebes. Là, on devait pouvoir faire la même chose. Sauf que la chute de Philipsen, elle a complètement changé la donne, parce que foncièrement, on savait que Philipsen, ça allait être compliqué aujourd'hui. Tu tombes, tu te fais mal, tu as des points de suture, tu sais que la journée va être difficile et que tu vas avoir des douleurs. Sauf que tu peux passer une journée avec des douleurs de 160 km, 170 km de place sur un grand tour. Sauf que là, c'est pas une étape de grand tour, Milan-San Remo. La dernière heure de course, elle est difficile. Et à ce rythme-là, tu savais que Philipsen, ça allait pas le faire. Donc, tu savais que tu n'avais plus que Van Der Poel, parce que Caden Groves est moins fort, je dirais, même s'il a fait une belle journée aujourd'hui quand même, Caden Groves avec un bon sprint dans le final, mais tu savais que ça allait être plus compliqué de jouer cette double partition avec Caden Groves. Et Van Der Poel, tu as l'impression que ça ne l'a absolument pas gêné
absolument pas gêné. Je pense que la victoire au Samin lui a donné beaucoup de confiance sur son sprint. Au Samin, il bat quand même des sprinteurs, Janière, notamment Magny. Le fait d'avoir gagné au Samin, ça lui a donné beaucoup de confiance. Tirreno, il ne l'a pas fait à 100%. Voilà. L'idée était de faire du kilomètre, il s'est servi de Tirreno comme d'une séance d'entraînement. Mais le Samin, il était là pour gagner. Et le fait d'avoir gagné de cette manière-là, ça lui a donné, je pense, énormément de confiance. Et il choisit maintenant ses objectifs, beaucoup plus. Van der Poel, il était déjà très affûté pour ce Milan-San Remo. Comme souvent, on le sait, mais grâce au cyclocross. Mais là, il était quand même très costaud sur ce Milan-San Remo. Et c'est avec Van der Poel, impressionnant. Impressionnant aujourd'hui, Van der Poel, parce qu'il résiste quand même aux attaques de Pogačar. Et Pogačar s'est vraiment dépouillé. Aujourd'hui, c'est même ce qui fait que dans le Poggio, il n'arrive pas à faire la différence sur le sommet du Poggio, parce que les deux dernières attaques de Pogačar, sur les multiples banderilles qu'il a mises, elles sont insignifiantes en termes de puissance. C'est-à-dire que même Ghana arrive à tenir la baraque, en gros. Ghana qui a été distancé, mais en fait, il reste à 8 secondes, 10 secondes à ce moment-là. Il ne prend pas 5 secondes, 6 secondes dans la gueule avec les attaques de Pogačar, parce que Pogačar, il était à 100%. Et il n'arrive pas à décoller de la roue Van der Poel. Ça, c'est déjà costaud. Ensuite, Van der Poel, moi, je me suis dit, vraiment, il va gagner de cette manière-là. Dans ma tête, je me suis dit, il va le contrer au sommet. Il va faire comme il l'avait fait une autre année, c'est-à-dire il va contrer au sommet. Et il va réussir à s'isoler parce qu'il va prendre 5-6 secondes d'avance. Et moi, je pensais qu'il allait gagner de cette manière-là. Bon, il accélère, mais Pogačar arrive à répliquer. Pogačar a la bonne idée de passer en tête. Ce qui, au niveau de la descente, au niveau des deux descentes, que ce soit la Ciprezza ou le Poggio, je pense que ça a été une bonne idée. Ce qui fait que Van der Poel, s'est dit, j'attends le sprint. Surtout que Ghana est peut-être à bloc, donc je peux peut-être aller chercher Ghana. Mais malgré tout, dans des sprints comme ça en petit comité, la défaite face à Asgreen au Tour des Flandres avait fait mal. Mais la différence, c'est qu'il avait déjà gagné face à Pogačar. Le Tour des Flandres, où il avait battu Pogačar. Vous vous souvenez quand ça revient de l'arrière, et là, Van der Poel, il sait manœuvrer Pogačar. C'est peut-être le seul aujourd'hui au monde qui arrive à manœuvrer Pogačar. Pidcock n'arrive pas à le faire. Vingegaard n'arrive pas à le faire foncièrement, à manœuvrer Pogačar, j'irais pour moi dans un exercice similaire. Voilà. De puncher, il n'arrive pas à le manœuvrer. Sur des courses comme ça, punchy, il est immanœuvrable, normalement, Pogačar. Sur des classiques. Sauf Van der Poel. Pour moi, la bête noire de Pogačar, plus que Vingegaard même, c'est Van der Poel. Parce que Van der Poel, c'est le seul, même quand il fait tout très bien, il n'arrive pas à le battre. Vingegaard, quand il est battu 2 fois, certes Vingegaard est très fort et était très costaud, mais quand même, dans les 2 fois, il y a une erreur, il y a un problème. Sur le Tour de France, il y a 2 ans, il tombe. Il y a 3 ans, peut-être un petit peu trop sûr de lui, Pogačar. Face à Van der Poel, là, il n'y a rien à faire, il a tout bien fait, en gros. Enfin, on verra qu'il y a peut-être 2-3 trucs quand même à critiquer. Mais du côté de Van der Poel, il le sait, il est rentré dans sa tête, on va dire. Et c'est ce qui a fait la différence. Il fait un super sprint, le sprint après encore une fois, la confiance du Samin, où il fait déjà un sprint de costaud, et 250 mètres, et il a retrouvé des très bonnes jambes, et voilà, il est au-dessus aujourd'hui. Mais j'ai envie de dire que toute cette période de réussite de Van der Poel part quand même d'un échec, enfin d'une frustration énorme, c'est les championnats du monde en Australie. Les championnats du monde en Australie où il ne peut pas participer à la course à cause de cette affaire dans l'hôtel, cet événement-là lui a servi de force énorme depuis 2 ans et demi.
Pour moi, ça a été je dirais pas un tournant, mais ouais, je sais pas si on peut appeler ça un tournant, mais ça a été un moment important dans sa carrière. S'il n'avait pas eu ce moment-là, peut-être qu'aujourd'hui, ça serait un coureur qui connaîtrait une période compliquée comme a connu Julien Alaphilippe. Mais là, il est de retour. Enfin, il est à un niveau incroyable quand même, Van der Poel. Et là, cette défaite-là de Pogačar, elle va faire très mal à la tête du Slovène. Ça aujourd'hui. Bon, deuxième coureur top. Bah oui, il faut des perdants magnifiques. On en a deux aujourd'hui. On commence par Pogačar, parce que je vais avoir beaucoup de choses à dire sur Pogačar. Aujourd'hui, Pogačar, pour moi, cette défaite a fait très mal. Parce que, encore une fois, contrairement face à Vingegaard, où il fait pas tout bien une première année, où il avait été peut-être un peu trop présomptueux, s'était peut-être un peu trop reposé sur ses lauriers, où la deuxième victoire de Vingegaard, il était tombé, donc il était en manque de rythme. Mais là, normalement, quand Pogačar fait tout correctement, ne fait pas d'ânerie, normalement il gagne. Parce que même quand il fait des petites bêtises, il arrive à gagner. Là, c'est peut-être la première fois de sa carrière où, à l'arrivée d'une course, il se dit « J'ai tout bien fait, je suis quand même battu ». Alors, on verra que sur le tout bien fait, il y a encore des petites choses à critiquer, mais en gros, il n'y a pas d'erreur notable aujourd'hui de la part de Pogačar et de son équipe. Mais, même en faisant tout bien, ça n'a pas marché. Ce qui va être dur dans la tête, qui va être très dur dans la tête. Il va falloir retenir du positif, mais c'est quand même un échec, parce que je pense qu'aujourd'hui, cette année, il se voyait gagner. Quand il avait le plan, d'attaque, et là, même en appliquant son plan, ça n'a pas marché. Ça doit faire mal dans la tête. Et surtout, ça n'a pas marché, mais il se fait aussi battre par Ganna. Il ne se fait pas que battre par Van der Poel, il se fait battre par Ganna. Et ça doit être douloureux pour Pogačar. Ça doit être douloureux parce que là, oui, il a tout réalisé et il a mis 100% de ses jambes. Il a mis 100% de sa condition physique là dans les attaques. On le voit, les deux dernières attaques, il appuie, mais il n'y a plus d'énergie pour faire les écarts, pour faire la différence. Là, je pense que ce soir et pendant un certain temps, il va se dire « Mais comment je peux faire pour gagner cette épreuve ?» Parce qu'en gros, je fais tout bien, je mets tout en place, et pourtant je n'y arrive pas. Mais j'ai envie de dire, c'est la magie de Milan-San Remo. La magie de Milan-San Remo, c'est que même les meilleurs coureurs, même les coureurs qui étaient parfaits pour ce type de course, eh bien parfois n'arrivent pas à l'emporter. Michael Matthews, il a fait quand même pas podium. Peter Sagan, Philippe Gilbert, en début de carrière, avait les caractéristiques idéales pour cette épreuve. Ces coureurs-là n'ont pas gagné Milan-San Remo. Certains disent qu'il faut un peu de chance. Moi, je dirais que plutôt, il faut réunir tout le jour J. Ce qui est compliqué, ça, c'est pas de la chance. C'est qu'il faut réunir tous les paramètres au même moment. La chance, oui, c'est d'avoir des adversaires qui sont un peu moins bien. Mais c'est pas vraiment de la chance. Les adversaires qui sont moins bien, c'est ceux qui ont moins bien bossé. Pour moi, il faut réunir tous les paramètres. Et aujourd'hui, Pogačar n'a pas réuni tous les paramètres. Je vais vous dire pourquoi. On dirait Nicolas Sarkozy quand je fais ça. Je vais vous le dire. Mais du côté de Pogačar, déjà, il y a un premier problème, c'est Del Toro. On ne l'a pas vu, Del Toro. Je pense que si on emmène Del Toro, c'est pour qu'il fasse un tempo dans la Ciprezza. C'est pas pour qu'il travaille sur le plat, Isaac Del Toro, ou qu'il fasse le Passo del Turchino. On a complètement pas vu Del Toro. Après, alors même si chez les filles, on a vu des jeunes performer, on voit que c'est quand même une course
où c'est compliqué quand tu es un jeune coureur. C'est-à-dire il te faut 2 ans, 3 ans pour avoir la caisse, c'est quand même 300 km, c'est pas n'importe quoi. C'est 6 heures et demie de vélo, Milan-San Remo. C'est de l'expérience. On a très peu de jeunes vainqueurs de Milan-San Remo. C'est souvent des coureurs qui ont quand même déjà 2-3 saisons dans les pattes qui gagnent Milan-San Remo. Petacchi le gagne en 2004, oui, mais Petacchi il a déjà, voilà, encore une fois, 2-3 saisons dans les pattes. Quand Fréré gagne, Fréré est quand même sur la deuxième partie de sa carrière. Zabel, il avait déjà un peu d'expérience. Si on prend Pozzato est peut-être l'exception, parce que c'est vrai que Pozzato était en début de carrière quand il gagne Milan-San Remo. Mais même, il devait déjà avoir 2-3 saisons dans les pattes, Pippo Pozzato. Mais il était quand même plutôt au début qu'à la fin de carrière. Mais là, du côté de... Même Cancellara, quand il gagne, c'est 2008, je crois, Cancellara, il a quelques saisons. Cavendish, il avait aussi 2-3 saisons dans les pattes. Enfin, voilà. Et du côté de Del Toro, je pense qu'il est encore un peu jeune pour ce type de course. Et que les courses d'un jour sont peut-être pas forcément, pour le moment, totalement son registre de prédilection, même s'il a été bon à Milan-Turin. Milan-Turin, déjà, l'opposition était quand même plus faible que sur un Milan, que sur un Liège-Bastogne-Liège. Et je pense que ça a été le problème du côté de Del Toro. Deuxième problème, comme il n'y a pas eu Del Toro, on a cramé Narvaez très tôt. Pour moi, Narvaez, il aurait dû servir dans le Poggio. Parce que Narvaez, dans le Poggio, sur des pentes un peu moins énormes, il aurait pu faire les premières accélérations qui auraient fatigué Van Der Poel, qui auraient fatigué Ganna, voire essayer de jouer un surnombre potentiel. Le problème, c'est que tu es obligé de cramer Narvaez extrêmement tôt et pas forcément dans le meilleur passage de la Ciprezza. On n'était plus forcément dans des passages avec énormément de pentes. Et ça a été un problème. Et surtout, en cramant Narvaez à ce moment-là, il ne pouvait plus dire aux autres, regardez, j'ai encore Narvaez derrière, il est bon au sprint, donc je ne vais pas rouler avec vous. Il ne pouvait pas jouer avec Narvaez derrière, parce qu'il avait cramé Narvaez. Et pour moi, en fait, l'erreur de Pogačar, c'est d'avoir fait ce tempo aussi rapide dans la Ciprezza, ce qui a fait qu'au final, il a bloqué dans le Poggio. Les 2 derniers kilomètres du Poggio, il ne peut plus accélérer. Il est cramé. Et il est cramé en fait par le rythme, encore une fois, 30 secondes de gagner sur le record de la Ciprezza. Et je rappelle un record de derrière moto. Faut aussi rappeler comment le record avait été fait. Alors, avec des vélos d'une autre époque, parce qu'en 30 ans, on a largement évolué du côté des vélos, et notamment sur le plat, ce qui permet de mettre des meilleures cartouches sur la fin, surtout sur un Milan-San Remo où tu as 6 heures de plat, 5h30 de plat pour 1 heure de bosse. Mais très clairement, du côté de Pogačar, on a peut-être monté trop vite la Ciprezza. Et on a tellement voulu faire péter tout le monde dans la Ciprezza qu'on a oublié que derrière, il y avait encore le Poggio. Et qu'il fallait encore de l'énergie et du punch pour accélérer dans le Poggio. Sauf qu'on voit bien que dans le Poggio, il n'a plus le punch pour le faire. Parce que le punch, il l'a cramé avant. Sa barre rouge, il l'avait cramé dans le... Pour ceux qui jouent à Pro Cycling Manager, sa barre rouge, il l'avait cramé dans la Ciprezza. Et le problème, c'est que sa barre rouge, il ne l'a jamais récupérée ensuite. Et ça a été le souci pour moi de Pogačar. Alors que faire pour gagner l'an prochain du côté de Pogačar ? Il y a plusieurs solutions. Bon, déjà, avoir une équipe, notamment un Del Toro, qui soit à 100% performant, peut-être. Mais je pense surtout, c'est bien de monter la Ciprezza, mais peut-être de la monter un peu moins vite. Je pense qu'on n'a pas battu le record du Poggio, par exemple, et monter beaucoup plus vite le Poggio. Je pense qu'on peut, ou essayer de monter au niveau du record du Poggio, et de monter peut-être 10 secondes, 15 secondes moins vite que la Ciprezza, ce qui fait qu'on se retrouvera quand même avec un groupe maximum de 10-12 coureurs en haut du Poggio, mais ce qui permettra d'avoir le punch et l'énergie pour faire la différence dans le Poggio. Autre solution, c'est de se dire, il faut aller encore plus vite. Dans ce cas-là,
peut-être Del Paso del Turchino, la stratégie dont parlait ce matin Jackie Durand, c'est-à-dire attaquer Del Paso del Turchino et essayer d'avoir un peloton de 50-60 coureurs et de ne pas avoir beaucoup plus de mecs à ce moment-là et de les cramer sur le plat. Mais il faudra changer la manière de faire parce que celle de cette édition 2025 n'a pas encore été la bonne. Tout simplement. Troisième coureur top. Petit Pogana. Bah oui. On savait qu'il était en grande condition, mais on voit aujourd'hui à la fois Pedersen, à la fois Pidcock, qui paraissaient en bonne condition physique, n'ont pas réussi à être performants en Milan-San Remo. Parce que ça reste une course d'un jour. Parce qu'il peut se passer beaucoup de choses. Et parce qu'il faut une équipe solide. Déjà, il a eu une équipe solide. On voit notamment Laurence. On a vu également du côté d'Ineos, on a eu Geraint Thomas également qu'on a vu faire un travail d'équipier, Tobias Foss également qui a un peu bossé. Donc on a eu une équipe solide, ça c'est clair et net du côté de la Ineos Grenadiers. Mais une fois qu'on a l'équipe solide, ensuite il faut faire le tempo. Et il faut réussir à tenir surtout les multiples attaques de Pogačar. Et je trouve que il était fort Ganna, mais il a surtout été très intelligent. Il est resté dans ce qu'il sait faire. Il n'a pas essayé de suivre à tout prix Pogačar, à part au début. Et après il s'est dit, faut pas que je me mette dans le rouge. Je vais revenir sur le plat à chaque fois et dans les descentes. Et malgré le fait que ça soit pas le meilleur descendeur, alors il n'est pas mauvais. Il y a des mecs qui sont bien pires que lui, hein, Pierre Latour, Zacharine par exemple dans l'histoire, mais il a un problème, c'est que c'est un grand gabarit, donc il n'est pas agile. Enfin, il ne peut pas être autant agile qu'un Pogačar, il fait 15 cm de plus que Pogačar. Donc, il est forcément moins à l'aise, notamment sur les changements de direction rapides. Et il y en a quelques-uns dans la descente de la Ciprezza, dans la descente du Poggio. Mais à la différence de Van Der Poel et surtout de Pogačar, c'est qu'il est meilleur sur le plat, et notamment grâce aux kilos supplémentaires. Je me dis même que si j'étais Remco Evenepoel, je me méfierais des prochains championnats du monde, enfin pas les prochains championnats du monde, parce que les prochains championnats du monde, ils seront en montagne. Mais par contre, les championnats d'Europe du contre-la-montre, je me dis que Ganna sera costaud, et je me dis que l'an prochain, je ne sais pas quel sera le parcours des championnats du monde, mais Ganna, avec les 3 kilos en plus de muscles, va pas être facile à battre maintenant sur les contre-la-montre de la part de Remco Evenepoel. Et sur le plat, on a vu, il a été phénoménal. Parce qu'il remonte quand même 5-6 secondes. Et pourtant, Pogačar et Van Der Poel se relaient extrêmement bien sur les 2 km, enfin sur le kilomètre et demi, on va dire, de plat, où il a 6-7 secondes de retard. Et puis après, dans les montées, oui, il était au taquet dans les montées. Il a été encore costaud dans ce registre-là. Mais il a été surtout... Moi, là où il m'a le plus impressionné, c'est sur le plat. Parce qu'il a refait du retard sur le plat final, assez impressionnant. Alors après, il fait deuxième. Il peut dire déjà qu'il a battu Pogačar. Van Der Poel a été très fort. Van Der Poel, je pense, à un moment, n'a pas tout donné dans le Poggio face à Pogačar. Et surtout, la différence, c'est que eux, ils se sont relayés. Lui, il était tout seul. Il a fait la descente tout seul, il a fait le plat tout seul, et ça a été la grosse différence. C'est là où il perd peut-être un peu d'énergie du côté de Ganna, peut-être aussi parce qu'il a été à des moments quand même physiquement à 100% quand Pogačar faisait ses premières accélérations, mais je trouve qu'il a été très costaud dans sa manière de courir, il a été très intelligent dans sa manière de faire, et je trouve que c'est un bon résultat pour Ineos, et qu'Ineos doit être satisfait quand même de cette première partie de saison, qui n'est pas si dégueu que ça quand même. Alors certes, sur les courses par étapes, ça n'a pas forcément été fantastique, mais on a quand même une équipe qui est beaucoup plus offensive, beaucoup plus intéressante à regarder. Je me dis que c'est quand même intéressant ce que fait Ineos depuis le début d'année. Et puis je termine avec Romain Grégoire. C'est une course où il va prendre beaucoup d'expérience, Romain Grégoire. Il voit qu'il se rapproche de plus en plus des meilleurs. Donc déjà, il prend de la confiance. Parce qu'il a quand même tenu la route Pogačar pendant 45 secondes, 50 secondes. Je trouve aussi dans son placement.
C'était un peu l'inquiétude que j'avais. C'est pas le meilleur pour frotter normalement Romain Grégoire. Et surtout, il n'avait pas forcément une équipe très solide autour de lui. Eh bien, je trouve que malgré cette équipe qui n'était pas la plus solide, il était toujours extrêmement bien placé, surtout dans les entre 80 km de l'arrivée et on va dire le pied de la Ciprezza. Toujours très très bien placé. C'est ce qui lui permet également d'essayer de répondre à l'attaque de Pogačar et à l'attaque de Van Der Poel. Après, il nous a fait une Ben O'Connor. Une Ben O'Connor l'an dernier sur le Giro, qui sur l'étape numéro 2 essaye de suivre Pogačar et se met dans le rouge. Mais pour un jeune coureur comme Romain Grégoire, je préfère qu'il fasse ça plutôt que de se mettre dans le peloton, de ne pas attaquer et de rester sur ce qu'il sait faire. Parce que je pense que c'est un coureur qui, contrairement à Ganna, doit encore se découvrir, doit encore apprendre. Et pour moi, c'est dans ce genre de situation où tu apprends le plus. Pour moi, là, aujourd'hui, il a beaucoup progressé. Il a progressé beaucoup plus que s'il était resté dans le peloton. Il a essayé, ça n'a pas fonctionné, mais peut-être cette année, ça n'a pas fonctionné. Peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, là, ça fonctionnera. Et là, Romain Grégoire pourra dire « J'ai gagné Milan-San Remo en 2027, en 2028, mais j'ai gagné Milan-San Remo parce qu'en 2025, j'avais tout tenté pour suivre Pogačar et ça ne l'avait pas fait. » Eh bien, c'est peut-être une espérance, mais je préfère un mec qui fait ça plutôt qu'un mec qui reste derrière, qui suit et qui va pas apprendre énormément de choses dans ce genre de situation. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Je commence pour moi par le principal bonnet d'âne, je dirais, de cette journée, c'est Pidcock. Moi, je pense qu'il n'avait pas les jambes aujourd'hui, Pidcock. Parce que s'il avait eu les jambes, il serait ressorti dans le Poggio. Ok, s'il avait été gêné dans la chute de la Ciprezza, je dis pourquoi pas, mais la chute, elle se passe pour moi pas tout devant. Pareil, Pinte, je pense qu'il n'était pas tout devant. Et je pense pas que le coureur de la Cofidis non plus était tout devant. Donc de toute manière, s'il est gêné par la chute, il était mal placé à ce moment-là. S'il est mal placé, il regrettera peut-être le fait qu'il soit chez Q36.5 et pas chez Ineos. Parce que c'est vrai que chez Ineos, l'année dernière, il était chez Ineos. Quand tu vois comment Ineos court aujourd'hui, il se dit peut-être j'aurais peut-être pu gagner cette année Milan-San Remo avec les jambes que j'avais. Mais je pense qu'il n'avait pas les jambes. Moi, je pense qu'il n'avait pas des grandes jambes parce que même en étant lâché, il serait ressorti dans le Poggio. Il n'est pas ressorti dans le Poggio. Il finit 40e. Il revient après la Ciprezza dans le deuxième, dans le peloton. Il revient après Pedersen. Pedersen qui, je pense, n'a pas réussi aujourd'hui à tenir la cadence. Mais pour moi, Pidcock n'était pas dans un grand jour. Et en plus, il revient alors que Pidcock est meilleur en descente que Pedersen. Donc c'est-à-dire qu'il devait être vraiment distancé par rapport à Pedersen. Et en gros, et derrière lui, c'est Vauclin qui revient, avec je sais plus qui, notamment. Mais ouais, du côté avec avec Gotera qui revient. Donc c'est-à-dire qu'il n'était pas non plus excellent. Il aura des regrets, oui, c'est l'équipe. Je pense que l'équipe était trop faible aujourd'hui. On le voit notamment à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. Il est déjà dans la route Pogačar, mais en fait, il bouffe un peu de vent dans la route Pogačar, parce qu'il est un peu décalé par rapport à Pogačar, et surtout, il est tout seul à ce moment-là. Asparen n'est pas là, Kristen n'est pas là non plus. Il lui manquait en fait une grosse équipe aujourd'hui. Vader n'est pas là non plus. On a vu les limites un peu de la Q36.5 aujourd'hui. Et les limites autour de Pidcock, c'est vrai que Pidcock, il veut peut-être avoir des résultats sur l'Amstel, sur Liège-Bastogne-Liège, sur d'autres grosses épreuves. Mais le problème, c'est que son équipe à côté est quand même bien plus faible que ce qu'il avait chez Ineos. Alors, on l'avait déjà vu au Stradé, mais les Stradé, la densité n'était pas la même au départ. Et au Stradé Bianche, j'ai envie de dire, la UAE a imposé un tel rythme sur la première partie d'épreuve qu'en gros, le fait d'avoir des équipiers n'avait pas forcément un intérêt. Pas à Milan-San Remo. À Milan-San Remo, il faut que tu aies des équipiers. De toute façon, tu regardes les trois de devant. Van Der Poel, Pogačar, Ganna, des équipiers. Matthews, comme par hasard, des équipiers. Bon, Cullen Groves, on est dans la même affaire. Pedersen, même si les équipiers ont mal roulé, il fait quand même 7.
Et qui fait 6, c'est Magnus Cort. Et on sait qu'Uno X sait quand même faire le job sur ce type de parcours. On a vu notamment un moment Abrahamsen. Aujourd'hui, Pidcock, il était trop isolé pour pouvoir faire quelque chose. Et j'ai l'impression qu'en plus, peut-être le fait qu'il ait changé d'équipe et que c'est le leader de l'équipe et c'est lui qui a le contrat avec Red Bull. Et je pense que son contrat n'est pas seulement payé par Q36.5 mais par d'autres paramètres et que c'est lui un petit peu le visage de cette équipe. Et il est un peu dans une sorte de confort et j'ai l'impression que quand c'est compliqué, quand la victoire, il ne peut pas y accéder, quand il ne peut pas faire un bon résultat, hop là, je mets plus grand chose dans l'affaire. Je me repose un peu quoi. C'est compliqué quand tu es dans des plus petites équipes de garder la motivation à chaque fois, de te dépasser à chaque fois. J'espère que ça ne donnera pas qu'a été Terpstra et Sagan par exemple ou d'autres coureurs par exemple chez Cofidis ou certains coureurs chez Israël aussi, mais c'est vrai que quand tu as eu le visage de l'équipe, c'est compliqué de te faire mal aux jambes parce que tu sais que tu es quand même meilleur que tes autres équipiers et l'émulation c'est quand même pas mal dans une équipe de cyclisme je pense. Et là, du côté de Pidcock, l'émulation, il n'y en a pas tant que ça. Au final, tu as un peu Asparren, bon, c'est quand même en dessous de lui. Vader, c'est en dessous de lui. Damian Osson, c'est en dessous de lui. Alors Fabio Christen, s'il progresse bien dans les années à venir, mais c'est pas forcément facile. Et je pense qu'à partir du moment où il n'a pas pu s'imposer, il a un peu lâché l'affaire. Le fait qu'il n'attaque pas dans le Poggio, enfin, on n'a pas vu les images de Poggio du deuxième groupe, mais vu son classement à l'arrivée, il n'a pas dû attaquer. C'est une déception. Le fait qu'il fasse au-delà de la 40e place, c'est une déception. Au final, aujourd'hui, Pidcock, il fait 40e, il marque 15 points UCI pour la Q36. Oui, c'est pas un résultat exceptionnel. Je pense qu'il y aura un peu de déception pour Thomas Pidcock. Aujourd'hui, une équipe pas suffisamment solide et de l'énergie un peu gâchée à droite à gauche qui, je pense, lui a coûté quand même très cher à la fin. Deuxième flop, c'est une équipe, la Lidl Trek. Ouais, je pense qu'on a mal géré stratégiquement du côté de la Lidl Trek. Je pense qu'on a mal géré parce que Pedersen, on le voit qu'il est lâché. On voit qu'il est lâché à la pédale. Pedersen. On voit qu'il est lâché à la pédale. On voit aussi qu'on a quand même peu de chances d'avoir... qu'on peut éviter un sprint dans le deuxième groupe et quand même faire un résultat. Et surtout que Pedersen, déjà je rappelle qu'il est quand même moins bon en sprint pur depuis le début d'année. Donc si c'est un sprint massif, c'était pas la meilleure carte du côté de cette formation. Et aussi, pour moi, je pense que sur la fin, on devait miser sur Ciccone parce que Ciccone, je pense, avait la possibilité potentiellement de recasser le groupe dans le Poggio et de tenter de sortir, je sais pas, à 5-6 dans le Poggio et essayer de se bagarrer peut-être pour une 5e place. Je trouve que ça aurait peut-être été plus intelligent que de le faire rouler sur le plat. En gros, ça ne servait pas à grand-chose. Il aurait mieux fallu utiliser Stuyven sur le plat, voire sacrifier Pedersen. Alors, il fait quand même 7e aujourd'hui, Pedersen. Mais plutôt utiliser, je pense, Stuyven sur le plat et Alex Kirch, mais pas utiliser Ciccone. Ça n'avait aucun intérêt. Ciccone sur le plat, c'est pas bon. Tu utilisais Ciccone pour emmener sur le Poggio, pour faire une cassure dans le Poggio, pour essayer de refaire un groupe dans le Poggio, ou pour accompagner Pedersen sur la fin. Mais pas sur le plat. Voilà, pas sur le plat entre la Ciprezza et le Poggio et Pedersen et voire Ciccone, tu lui laissais une carte libre pour essayer de suivre le groupe avec Ganna. Peut-être qu'il était en capacité de suivre le groupe Filippo Ganna et ça aurait peut-être un peu changé la donne d'avoir Ciccone dans les pattes. Au final, on le laisse un peu derrière. Je me dis qu'on n'a peut-être pas misé sur le bon cheval aujourd'hui du côté de la Lidl Trek, qu'on n'a pas eu la bonne approche, c'est d'avoir plusieurs leaders. Pour moi, t'emmener Pedersen. Milan, c'était au cas où, mais tu sais que maintenant,
Ça monte tellement vite en fait le Poggio depuis 2-3 ans, enfin un enchaînement de Ciprezza à Poggio, ça va tellement vite que c'est presque plus une course pour sprinter. Alors oui, tu vois que Caden Groves arrive à passer, mais Caden Groves a quand même progressé en boss depuis qu'il est chez Alpecin. Peut-être que Milan arrivera dans 2 ou 3 ans, mais aujourd'hui Milan, même s'il est bon en boss, il n'est pas encore suffisamment bon pour passer le Poggio. Et je pense qu'il fallait pas forcément l'emmener au départ. Je pense que au final, c'est vrai que après coup, je me dis qu'il fallait peut-être pas forcément l'emmener, surtout en étant tombé sur Tirreno Adriatico, et qu'il fallait peut-être plutôt jouer sur un autre puncher et et essayer que Ciccone suive Pogacar et que Pedersen lui reste derrière, et puis au cas où arrive à planter un compte, pourquoi pas, si ça se regroupait, ou arriver à faire quelque chose. Et là, je pense qu'en termes de stratégie, on n'a peut-être pas été performant. Je continue avec Girmay. Seulement 14e aujourd'hui, Binyam Girmay. Peut-être un peu juste, Binyam. Il faut savoir que sa femme a accouché. Donc au final, il n'a pas couru depuis le Tour de l'Algarve. Ça aurait peut-être été bien de faire Milan-Turin. De remettre un dossard à Milan-Turin, d'avoir un petit jour de course. Quand tu as une pause aussi importante. Là, il n'avait pas couru depuis un mois. Et je pense que le redémarrage a été compliqué, ou d'aller à Nocquereux, mais de faire une des 2 courses. Là, je pense que le redémarrage a été extrêmement compliqué pour lui du côté de Milan-San Remo. Et là aussi, on parlait d'équipe du côté de la Q36.5. Alors, il y a eu quand même Jonas Rutsch qui a fait un peu de boulot. Mais en gros, il était très seul vite, Girmay. Et ensuite, bon, il fait pas un bon sprint. Mais forcément, il y a que Jonas Rutsch avec lui qui avait beaucoup bossé. C'était un peu compliqué pour l'aider. C'est dommage, voilà, un Binyam Girmay aujourd'hui dans d'autres formations, ça fait pas le même résultat. Je pense qu'un Binyam Girmay chez EF, il fait pas le même résultat. Un Binyam Girmay, pourquoi pas chez Groupama, il ne fait pas le même résultat. Le problème, il est chez Intermarché, que chez Intermarché, il y a quand même, le collectif n'est pas suffisamment fort pour pouvoir l'accompagner dans ce genre de cas. Alors même si Jonas Rutsch en ce moment est en très bonne condition, aujourd'hui il fait encore 38, Jonas Rutsch quand même, mais là dans ces circonstances-là, il fallait une équipe en capacité de l'aider, c'est ce qui lui a manqué, ce qui fait qu'il consomme énormément d'énergie. Il était aussi un peu à bloc dans la Ciprezza, il était déjà à bloc quand Pogacar accélère, il était déjà en queue de groupe. Forcément, je pense que le Poggio n'a pas forcément été facile pour lui non plus. Bon, le sprint n'est pas exceptionnel, ça marque quand même quelques points pour Intermarché, ce qui est quand même pas mal, vu la situation de l'équipe en ce moment. Mais oui, si on voulait faire un résultat pour Binyam Girmay, sur ce type de course, je ne suis pas sûr qu'Intermarché, ça soit la bonne équipe. Je me dis que dans d'autres formations, le résultat aurait peut-être été différent. Voilà, du côté de Binyam Girmay, donc c'est dommage pour lui. Et puis je termine avec Mohoric. 105e aujourd'hui, Mohoric, qui est très loin. C'est seulement le 5e coureur de son équipe. Moi, je considère aujourd'hui Mohoric est en train de disparaître, vraiment. Ce qui m'inquiète, c'est que Mohoric, aujourd'hui, ça fait depuis 2 ans qu'on ne le voit pas. Bon, depuis l'an dernier, on ne le voit pas. Et là, ça fait quand même une grosse année et demie qu'il est transparent, Mohoric. Bon, là, il est tombé malade en début d'année. On voit qu'il n'a pas récupéré. Il est transparent sur ce Milan-San Remo. Mais c'est vrai que je trouve que c'est assez inquiétant. C'était un coureur qui était vraiment excellent dans ce genre de course. Le fait que on ait quand même 2 coureurs dans le top 10 du côté de Bahreïn, c'est pas un échec pour Bahreïn, mais c'est un échec pour Mohoric. Je trouve qu'il régresse de plus en plus dans la hiérarchie. Aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance à Mohoric en tant que leader parce qu'on ne sait pas quel résultat il est en capacité de faire. Parce qu'on ne sait pas quelle forme il a, quelle jambe il a du côté de Mohoric. Et je pense que là, c'est un véritable problème aujourd'hui pour la Bahreïn Victorious. Donc pour moi, voilà, dernière déception et grosse inquiétude autour de Mohoric. Allez, on passe tout de suite à la course des filles.
On passe désormais à la course des dames et on va parler bien de ce qui s'est passé. Et tout d'abord, le résumé de cette journée avec bien une première échappée qui a tenté de se dessiner après 16 km de course. Alors, il faut savoir que le site de la course était en panne, donc ce qui fait que ça a été très compliqué du côté de Pro Cycling Stats, même d'avoir des informations sur les premiers kilomètres de course. Donc voilà, il y a eu des petits soucis de ce côté-là. Heureusement, ça a été corrigé derrière. Donc, première échappée tentée par Kninenburg, une concurrente de la Volker Wessel, mais qui est reprise presque immédiatement. On a aussi derrière, à 130 km de l'arrivée, Kochova, Nicolas Kochova de la Cofidis, si j'ai bien noté, qui tente sa chance, mais qui sera reprise 5 km après. Et ensuite, pendant 20-30 km, on n'aura pas de nouvelles tentatives, ce qui arrive quand même souvent dans le cyclisme féminin. C'est vrai que dans le cyclisme féminin, la différence, je dirais, majeure entre les garçons et les filles, c'est que chez les filles, on ne fait pas d'efforts superflus. C'est-à-dire qu'un truc qui ne sert à rien, potentiellement à rien, on ne va pas le faire. Les échappées publicitaires, ça n'existe pas dans le cyclisme féminin. Voilà, il n'y a pas d'échappée publicitaire. Alors aussi parce que les courses sont plus courtes, mais aussi parce qu'il y a ce côté peut-être un peu plus pragmatique. On ne fait pas d'efforts superflus, voilà, dans le cyclisme féminin. Quand on fait un effort, il faut qu'il serve à quelque chose et à quelque chose d'important. Et là, on avait peut-être l'impression que ça ne servait pas à grand-chose. Tiffany Cronwell, elle tombait à 102 km de l'arrivée. À 85 km de l'arrivée, ça sera la bonne échappée du jour, mais en fait qui sera assez courte, mais l'échappée qui a duré le plus longtemps. Nouvelle attaque de Kninenburg, la concurrente de la Volker Wessel, que je prononce très mal. Et puis en contre, on va avoir Tomasi de la Laboral Foundation Kucha et Bortoli, qui faisait partie de la Fassa Bortolo. L'écart max sera de 3 minutes pour cette échappée qui sera reprise à 50 km de l'arrivée, donc juste avant les traditionnels capis. À 54 km de l'arrivée, nous avons un crash assez important avec Griffin, avec Barale, avec Autostad et Pierre Giovanni. Et puis, il ne va pas se passer grand-chose dans les capis. On a juste un rouleau compresseur comme habituellement chez les garçons, c'est-à-dire qu'on va rouler à haute intensité pendant de nombreux kilomètres. Et ensuite, derrière, on aura une chute à 31 km de l'arrivée, quasiment 2 chutes coup sur coup. La première avec Olivia Barry, la championne du Canada du côté de la Movistar, qui je pense a dû se casser une clavicule, je pense, enfin au moins quelque chose au niveau de l'épaule droite, et Smulders de la Jayco Alula. Et puis derrière, à 30 km de l'arrivée, nouvelle grosse chute de Paternoster. Alors selon Audrey Cordon-Rago, une fille qui tomberait régulièrement, elle avait déjà provoqué une chute sur l'UAE Tour. Et donc deuxième chute massive pour elle du côté de Paternoster, et qui entraîne avec elle notamment Davis Malizebach, mais ni Marianne Vos ni Pauline Ferrand-Prévot ne sont touchées par cette chute. Derrière, vous avez Faulkner qui est lâchée. Elle était déjà en difficulté dans les montées précédentes, mais là elle est lâchée irrémédiablement. Faulkner, la championne olympique, la championne des États-Unis. Et puis on va même avoir 2 pelotons à un moment à la fin de la Ciprezza. Avant le pied de la Ciprezza, pardon, on va avoir 2 pelotons, mais heureusement le peloton 2 revient sur le peloton numéro 1 juste avant le pied de cette avant-dernière difficulté. Martha Lahr va être distancée suite à un gros travail pour notamment Vibus et Kopecky, et puis Magnaldi ensuite emmène du côté de la UAE, mais il n'y a pas vraiment d'attaque. Alors on a une petite accélération de Longo Borghini, mais c'est pas démentiel du côté de la UAE. Ce qui va quand même permettre de lâcher également Zygarde et Faulkner. Faulkner qui avait réussi à revenir mais qui est lâché aussitôt. Enfin Faulkner qui n'était pas dans un grand jour. Et puis ensuite on va avoir Fidenza qui va être lâché
à 22 km de l'arrivée. Dans la descente de la Ciprezza, c'est Ferrand Prévôt qui tente d'accélérer le rythme, qui tente de faire la descente comme elle l'avait fait sur l'Estrade Bianche. À la différence d'Estrade Bianche, là elle n'est pas tombée, Pauline Ferrand Prévôt, avec une descente les mains en haut des cocottes. C'est pas vraiment la technique habituelle, mais je pense que c'est des restes du VTT. Parce que quand vous faites du VTT, le guidon est droit sur un VTT. Donc c'est plus une position avec les mains en haut des cocottes qu'avec les mains dans le creux du cintre que vous avez sur un vélo de route. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle avait les mains en haut des cocottes, mais au niveau aérodynamique, c'est pas l'idéal. Et on va se retrouver à avoir un peloton groupé avant le Poggio, même 4-5 km avant le Poggio. Et dans le Poggio, c'est Cécile Trupledvig qui va lancer la première hostilité. Derrière, Juliette Labousse accélère avec un contre ensuite de Nevia Doma. Kimberly Lecourt également, la championne de Madagascar, qui va elle également faire une attaque. Mais on n'a pas véritablement d'écart. Kate Ferguson, l'ancienne championne du monde junior toujours, elle va tomber mais va se relever et même finir dans le top 20 aujourd'hui. Et puis du côté avec une fille de la Volcar Vessel, mais je n'ai pas noté le nom de cette fille. Et puis Longo Borghini qui va tenter une attaque à 2 km de l'arrivée, mais qui sera reprise à 750 mètres, 600 mètres à peu près de l'arrivée. Et donc ça sera une victoire au sprint, dans un sprint massif de Lorena Wiebes, qui aura tout bien fait et qui bat Marianne Vos et Noémie Ruegg aujourd'hui du côté de la concurrente néerlandaise sur cette première édition, on va dire de Milan-San Remo dans cette version-là, parce qu'en fait on a eu déjà une version féminine de Milan-San Remo, mais qui s'était arrêtée il y a 20 ans. Mon avis déjà sur la course, on voit bien que le fait d'avoir que 156 km et pas 300 comme chez les garçons, au final, la Ciprezza, le Poggio, on a vu que c'était pas très dur. C'est-à-dire que ce qui fait la difficulté de Milan-San Remo, ce qui fait que la Ciprezza, le Poggio sont compliqués, et même le Capo Berta, c'est parce que ça arrive après 250 km de course. Si ces montées-là arrivent après 160 km de course, si on était sur une course de 200 bornes par exemple chez les garçons, ça serait pas dur, ça serait pas compliqué. Ce qui fait la difficulté de ces montées-là, et même déjà le Passo del Turchino, c'est que le Passo del Turchino, il arrive après 145 km de course. C'est-à-dire quasiment une étape de Tour de France, quoi. En gros, à 20 km près, 30 km près. Et qu'ensuite, les autres difficultés, elles arrivent après 220 km. Après 220 km de course. C'est ce qui fait leur difficulté. N'importe quel changement de rythme devient compliqué avec la fatigue. Le Poggio, si tu mettais par exemple le Poggio seul sur une étape de Tour de France, de Tour d'Italie classique, ça fait pas de différence le Poggio. Ça est déjà compliqué après 300 km. Là, du côté des filles, on voulait qu'il y ait des différences et qu'il y ait le même spectacle que chez les garçons, sauf que tu fais 2 fois moins de kilomètres et sur un kilométrage qui est habituel pour les filles. C'est comme si les garçons faisaient une course de 180 km. C'est un kilométrage habituel chez les garçons. Là, c'est ce qu'on a fait du côté des filles. Donc en fait, le Poggio, c'était impossible de faire des différences aujourd'hui. En gros, ça a favorisé les sprinteuses, qui passaient un peu les bosses, parce que Vibas passe quand même les bosses, mais ça favorisait ces profils-là parce que c'était quasiment impossible de faire la différence. Les grimpeuses puncheuses, elles ne pouvaient pas faire la différence aujourd'hui, parce que c'était pas assez long. Donc il faut bien qu'ils se le mettent ça en tête du côté d'RCS. L'an prochain, il faut être à 200 km. À 200 km, ça créera un peu plus de difficultés pour les filles. Là, actuellement, non. C'est une course... C'est ce qui fait un scénario qui n'est pas hyper dingue. On sait pas vraiment... Ça n'a pas été hyper passionnant. Il n'y a pas eu même la même intensité que chez les garçons. Mais je pense que c'est le kilométrage. À un moment, c'est certes, les coureurs font la course. Mais bon... Les coureurs font certes la course, mais bon, si on te propose un parcours totalement plat, à un moment, les organisateurs ont quand même un rôle à jouer sur la manière dont se peut dérouler une épreuve et dont le spectacle d'une épreuve. Donc là, c'est ce qui a manqué du côté de cette course, du côté des filles sur cette épreuve.
Et on saluera Audrey Cordon-Rago. Encore une fois, alors j'en ai peut-être parlé du côté des garçons parce que j'enregistre les filles avant les garçons. Ensuite, on fera la partie sur les garçons après parce que j'attends encore le classement. Donc je sais pas si je l'ai déjà dit du côté, enfin si je le redirai du côté des garçons, si j'oublie pas. Mais c'est avec Audrey Cordon-Rago. Ouais, pas le compas dans l'œil quoi. 2 fois, hein. Pas une fois, 2 fois aujourd'hui. Faut être plus calme quand tu fais du commentaire. Quand tu annonces quelque chose, faut être quand même un minimum sûr de toi. Là, par exemple, Longo Borghini, enfin que ça soit Ghana et Longo Borghini, on voyait que ça allait rentrer quand même. Enfin, Ghana, il n'y avait pas vraiment de surprise, c'était pas suffisamment. Longo Borghini n'avait pas beaucoup d'avance et en plus, il y avait une organisation derrière. Alors après, moi je pense qu'elle ne. Enfin voilà, c'est une fille qui n'a jamais fait Milan-San Remo, mais qui n'a peut-être pas souvent regardé Milan-San Remo du côté d'Audrey Cordon-Rago. Et là, c'est ce qui a peut-être manqué quand même en termes d'analyse, parce que sur les 2 cas, elle se rate bien quand même. Et là, c'est un gros raté, je trouve, et à 2 reprises. C'est-à-dire que tu te dis, bon, t'as été vacciné la première fois, quoi. En gros, de la journée, tu fais une connerie. Ensuite, tu vas être beaucoup plus... Enfin, tu vois, ça va un peu te servir de leçon. Et en gros, tu vas être beaucoup plus calme et tu vas pas lancer ce genre d'analyse un peu à la volée. Et non, elle le fait 2 fois. Ça m'a un petit peu gêné. Du côté d'Audrey Cordon-Rago. Bon, on regarde tout de suite, on analyse un petit peu en regardant le classement de la course. Et du côté du classement de la course, et bien donc Lorena Wiebes. Encore une fois, c'était pas suffisamment dur. Vous avez également des équipes qui n'ont pas eu la bonne stratégie. Hein. C'est clair et net. Je pense que notamment la FDJ Suez a été beaucoup trop passive. Aujourd'hui, mais du côté de Lorena Wiebes, en gros, déjà cette équipe-là avait 3 cartes pour moi au départ. Il y avait Martha Lahr. Bon, Martha Lahr a fait du travail. Tu avais encore 2 cartes. Soit c'était compliqué, c'était pour Kopecky, soit c'était facile, c'était pour Wiebes. En gros, c'était très dur d'aller les battre. C'est l'ogre à 2 têtes. Tu tues une tête, oui, mais il y a toujours la deuxième tête qui arrive à te foutre un coup de... Enfin, qui arrive à te mettre un coup dans la gueule. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé du côté de cette course. Et du côté de Lorena Wiebes, en gros, elle n'a jamais été mise en difficulté. On n'a pas monté la Ciprezza, même si on l'a monté sur un gros tempo, on ne l'a pas monté assez vite. En gros, à partir du moment où Magnaldi s'est écarté, il n'y avait plus de tempo. Le Poggio, si tu fais pas la Ciprezza dure, en gros, une fille comme Wiebes arrive à suivre la cadence. En haut, en gros, il y avait encore 12, 13, 15 filles. Bon, Wiebes, c'est l'une des meilleures sprinteuses au monde, mais elle a quand même progressé en boss. Elle a fait un énorme travail, notamment pour les classiques flandriennes. Donc en gros, il aurait fallu qu'il y ait 4-5 filles au sommet. Oui, 4-5 filles au sommet, ça changeait un peu la donne. Mais là, c'était pas suffisamment rapide pour faire des différences. Il en manquait, tout simplement. Aujourd'hui, il aurait fallu que les puncheuses attaquent beaucoup plus. Oui, si on a une Vollering qui attaque plus tôt et qui, je pense, s'est ratée aujourd'hui. Si on a une Pauline Ferrand-Prévot, mais Pauline Ferrand qui n'a pas Marianne Vosch ce jour-là, peut-être qu'on change aussi de stratégie du côté de la Visma. Si on a une Jan Lippert plus en forme également, peut-être que ça change la donne. Mais en gros, il n'y a que Puck Peters qui a un peu essayé à un moment, et c'était trop léger. Il aurait fallu vraiment attaquer par répétition, parce qu'on voit que même comme on le fait chez les garçons avec Pogačar, eh bien, ça ne suffit pas toujours. Donc il aurait fallu être beaucoup plus efficace dans cette stratégie-là. Et c'est vrai qu'on peut regretter qu'elle n'ait pas été mise suffisamment en difficulté. Après, Wiebes sur un sprint massif, ça reste une des meilleures au monde. Même si tu sens qu'elle a été quand même un peu moins forte, parce que Vos a fait quand même un très bon sprint. Mais normalement, il y a plutôt un vélo d'écart entre Wiebes et Vos que cet écart-là assez restreint. Mais en gros, c'était pas suffisamment dur aujourd'hui pour lâcher Wiebes. À partir de ce moment-là, quand c'est la meilleure sprinteuse du monde, c'est compliqué de ne pas l'avoir gagnée. Vous savez, c'est l'année où Cavendish s'impose. L'année où Cavendish s'impose, c'est pas très dur. Milan-San Remo cette année-là, malgré qu'il y ait Osler, malgré qu'il y ait Torussoft,
bah, ils font 2 et 3 les Cervélo, et ce jour-là, lui, il gagne. Enfin, je crois me rappeler, de loin. Bah, il fallait que ça soit plus dur. Vos, c'est compliqué, Vos, parce que... en gros, il aurait fallu que ça monte plus vite pour Vos, mais son équipe est décimée par la chute. S'il n'y avait pas eu cette chute avec les deux filles qui sont pris dans la chute avec Paternoster, peut-être que le tempo dans la Ciprezza n'est pas le même. Sauf que bah, elle se retrouve qu'à 3, en sachant que dans les 3, tu as Pauline Ferrand-Prévot, alors qui a fait quand même un peu de travail, mais pas tant que ça au final pour Marianne Vos, et tu avais une troisième fille, j'ai oublié son nom, qui était également dans le groupe de devant à ce moment-là, qui était du côté de la Visma. Je vais retrouver ça parce que j'ai oublié le nom. C'était De Vries, je crois, qui était dans ce groupe-là. Il y avait aussi, ou c'était peut-être Imogen Wolf, la jeune anglaise aussi, hein, parce qu'Imogen Wolf c'est la même génération que l'autre britannique. Mais elles étaient que 3. Et en gros, si c'est Imogen Wolf qui était avec elle, bah Imogen Wolf, c'est comme Kate Ferguson, c'est une fille qui a 18-19 ans, donc qui est encore très jeune, donc compliqué d'aller chercher un meilleur résultat que ça. Et en gros, bah, il n'y avait que Pauline Ferrand-Prévot, qui c'est vrai, je m'attendais à plus de travail de sa part du côté de Pauline Ferrand-Prévot. Je m'attendais à ce qu'elle fasse notamment un gros tempo sur le plat, et je l'ai trouvée discrète. C'est vrai que dans son rôle d'équipière, j'ai pas vraiment vu une équipière aujourd'hui du côté de Pauline Ferrand-Prévot, j'ai plutôt vu une co-leader. Et vous voyez que Pauline Ferrand-Prévot est 12e, parce que Pauline Ferrand-Prévot a été déclassée. Elle change de trajectoire sur son sprint. Des fois ça passe, hein. Voilà, ils ont été plus sévères que d'habitude. Après, c'est vrai qu'elle change de trajectoire sur son sprint. Normalement, on doit garder sa trajectoire. J'ai pas l'impression qu'elle gêne d'autres coureuses, mais ensuite, je n'ai pas revu ce sprint en vue d'hélicoptère. Donc peut-être qu'elle gêne une autre fille, mais elle a été déclassée, donc remise en dernière place du groupe. C'est pour ça qu'elle est 12e et pas 4e, qui était sa place à la fin du sprint. Mais c'est vrai que j'aurais aimé avoir un peu plus de travail de la part de Pauline Ferrand-Prévot. Après, du côté de Marianne Vos, encore là à 37 ans, oui, elle est tout le temps là, Marianne Vos, et elle est encore très performante sur les sprints, ça reste encore la patronne, et c'est vrai que ça reste la patronne sur les sprints, mais elle est quand même plus forte. Je pense qu'elle est en capacité de battre Vibus sur les sprints en faux plat montant. Sur les sprints sur le plat, c'est un petit peu plus compliqué. Noémie Rugg, bah, très belle course d'ensemble, je dirais, de la EF, parce qu'il y avait quand même du monde. Alors c'est vrai que je me serais attendu à voir Cédrine Carbol un peu mieux. Elle a été en difficulté dès la Ciprezza. Mais en gros, vous voyez, une belle course d'ensemble. Je rappelle, c'est une équipe de 2e division EF. Certes, c'est l'une des meilleures équipes de 2e division avec la Cofidis, mais c'est une équipe de 2e division. Et malgré une Faulkner qui n'a pas été forte, une Kip Katzo également, qui n'a pas été incroyable, comme vous pouvez le voir, elles ont fait une belle course d'ensemble. Et Noémie Rugg, qui était la seule dans le groupe de devant, a réussi à prendre une belle 3e place. C'était un peu compliqué pour aller chercher les deux de devant, mais elle prend une belle place de nord et elle peut être satisfaite par ce résultat. C'est vrai que Carbaol, j'avais l'envie qu'elle parte dans la descente du Poggio, mais elle était très loin, trop loin à ce moment-là, et déjà distancée. Donc c'est dommage, voilà, pour elle. Et puis Vollering, mauvaise stratégie pour moi du côté de la FDJ. Il fallait faire différemment. T'avais pas de sprinteuse au départ. Bon voilà, tu pars sans sprinteuse. Donc faut qu'il y ait un tempo d'enfer. C'est à toi d'imposer le tempo de la course. Est-ce qu'on a vu énormément la FDJ Suez dans la Ciprezza? Non. Moi, dans la Ciprezza, c'est la Bousse qui doit faire le job. La Bousse, elle doit faire le pied de la Ciprezza, et Vollering, elle doit nous la faire à la Pogacar. Sauf que Vollering, elle n'attaque pas. Et à partir de ce moment-là, pas de miracle. De toute manière, Juliette Labousse qui fait 8 et elle qui fait 4, c'est pas un bon résultat.
Et je dirais que c'est une déception. Alors, même en faisant ça, Vollering n'aurait peut-être pas gagné. Elle aurait fait comme Pogacar, en gros. Si elle s'était retrouvée avec Vibus et Voss dans un groupe à 3, elle faisait 3. Par contre, si elle se trouvait dans un groupe avec Pauline Ferrand-Prévot et Elisa Longo-Borghini, elle gagnait peut-être face à ces deux-là. Donc il aurait fallu accélérer beaucoup plus. Et là, du côté de la FDJ, il fallait faire un tempo d'enfer dans la Ciprezza. Il fallait que la Boost se sacrifie pour Vollering. Sauf qu'on n'a pas voulu qu'une se sacrifie pour l'autre. Bah oui, mais comme je le dis souvent, si on veut gagner, de temps en temps, faut avoir envie de tout perdre. Du côté de la FDJ Suez, aujourd'hui, on n'avait pas envie de tout perdre. Ça fait ce résultat qui n'est pas excellent. Et puis encore, cette guerre de clochers avec la SD Works, ça va encore coûter des courses. Hein. On l'a vu déjà sur le Het Nieuwsblad, le fait que les deux équipes ne veulent pas rouler l'une avec l'autre, mais ça risque de se reproduire sur d'autres courses, hein, parce qu'il n'y a aucune entente entre ces deux équipes. J'ai même rarement vu ça dans le cyclisme professionnel. On a l'impression qu'il y a une haine entre ces deux formations. J'ai presque cette impression là pour le moment de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on préfère perdre et faire perdre l'adversaire, j'ai l'impression presque de gagner. Ça va être un problème. Donc il va falloir réussir à régler cette situation. Kimberly Lecourt, bonne course, c'est une belle 5e place. Elle a tenté, elle a essayé, elle n'avait pas la meilleure équipe autour d'elle, mais elle a tenté le coup. Je trouve qu'elle prend beaucoup de grades depuis 2 ans, Kim Lecourt, et je trouve qu'elle elle est de plus en plus performante. Et je me méfierais d'elle quand même sur les classiques ardennaises dans un mois, parce que elle a vraiment des grosses qualités de puncheuse, hein, Kim Lecourt. Et je me dis sur un Coberg, je me dis également si ça se regarde un peu du côté de la Flèche Wallonne, ça peut être une fille extrêmement dangereuse. Donc il faudra faire très attention à Kim Lecourt. C'est vrai qu'on pense souvent à acheter Moolman du côté des G-Insurance. Moolman qui est tombé en plus. Mais il faudra faire très attention à Kim Lecourt. Dijkert, je pense que du côté de Canyon SRAM, on jouait plus Neviadoma, ce qui pour moi était une erreur, parce que Neviadoma, elle n'a pas de punch. C'est une course où il faut du punch. Pogacar, il a du punch. Chez les garçons, il n'y a pas un vainqueur sur les 25 dernières années qui était soit sprinter, soit un puncher. C'est-à-dire, même Nibali avait des qualités de puncher, avait des qualités pour changer de rythme. En gros, s'il fallait seulement être un grimpeur pour gagner Milan-San Remo, Frank Schleck aurait gagné Milan-San Remo. Et encore, Frank Schleck avait des qualités de puncher, mais Louis Meintjes aurait gagné Milan-San Remo et participerait à Milan-San Remo. Guillaume Martin participerait à Milan-San Remo. En gros, il faut des qualités de puncheuse. Neviadoma les a pas, ces qualités de puncheuse. C'est une bonne grimpeuse, mais on sait que Neviadoma, au niveau du punch, même si elle a quand même un peu progressé par rapport aux années précédentes, elle n'a pas de punch. À partir de ce moment-là, c'était impossible de faire un miracle, tout simplement, du côté de cette concurrente. Donc oui, ça a été compliqué pour elle, mais c'était un peu prévisible. Donc on avait la deuxième carte, Chloé Dijkert, qui n'a pas fait un grand sprint, mais je pense qu'elle était à bloc, Chloé Dijkert. Moi, je suis assez surprise. Même, j'aurais plutôt fait rouler Neviadoma pour Cécile Ludwig. Moi, j'aurais inversé les rôles. Je pense que Cécile Ludwig est meilleure puncheuse que Neviadoma. Et je pense que du côté de Canyon SRAM, on n'a peut-être pas misé sur le bon cheval. Balsamo 7. Un grand sprint de Balsamo. La Lidl Trek avait une vraie stratégie, contrairement, je trouve, à la course des garçons. L'idée était de mettre dans les meilleures conditions Balsamo et ensuite qu'elle fasse son sprint. Ils ont travaillé de cette manière-là tout au long de la journée, en gros, pour Balsamo. Ils font un gros tempo sur les portions de plat et ils essayaient un peu de calmer le rythme dans les montées, notamment sur le pied du Poggio où ils essayent d'avoir et sur le sommet de la Ciprezza.
Et pourtant, Balsamo n'arrive pas à s'imposer aujourd'hui. Ça faisait partie de mes favorites. Je trouve voilà, son résultat décevant par rapport à tous les efforts qu'on a fait dans la journée. Bon, Juliette Labousse, on en a déjà parlé. Lotte Kopecky a fait un gros travail pour le Run Avibus. Puck Peters, bah là aussi, alors, il aurait fallu que du côté de la Phoenix, on fasse un plus gros tempo. On l'a fait, mais on n'avait, je pense, pas l'équipe collectivement pour faire un tempo dans toute la Ciprezza et faire le plat également entre la Ciprezza et le Poggio. Ça manquait d'un collectif plus solide. Bon, bah, voilà, hein, c'est dommage pour la Phoenix de Koninck. Parce que Puck Peters tente, bah, en fait quand Puck Peters tente, c'est déjà un peu tard. Il aurait fallu que le tempo soit plus rapide avant. Et en gros, quand elle le fait, bah, c'est pas suffisant du côté de Puck Peters. Même si elle tente aussi dans la descente. Ouais, c'était compliqué. Et puis Elisa Longo Borghini, l'attaque pas suffisamment marquée et il fallait rouler dans la Ciprezza. Et en gros, quand Magnaldi s'écarte, il fallait attaquer à ce moment-là. Elle n'a pas osé attaquer à ce moment-là, Longo Borghini. Ensuite, bon, elle fait les 2 km sur le plat. Elle a essayé, hein, elle part bien dans la descente. Elle fait en fin de descente, elle part aux 2 km. C'était bien fait, ça a surpris, sauf qu'il y avait encore trop de monde derrière et elle se fait reprendre. C'est dommage pour Elisa Longo Borghini parce que c'est une fille qui est en ce moment en super condition. Hein, on en avait parlé depuis le Giro l'an dernier, et puis même les classiques flandriennes. L'an dernier, elle a fait une super saison, hein, Longo Borghini, mais là aujourd'hui, il fallait quand même que devant ça pète un peu plus et il fallait pas que ça s'organise. Et du côté de la SD Works, on a réussi à s'organiser pour faire revenir Lorena Vibus. Marta Cavalli, bah, ça fait du bien de la revoir, Marta Cavalli, parce qu'elle a quand même eu une période vraiment galère depuis sa chute sur la première édition du Tour de France Femmes lors de la 2e étape. C'est vrai que sur un parcours qui était pour moi beaucoup trop technique et beaucoup trop étroit, et du côté et avec des filles qui sur ce parcours qui était très étroit avaient fait pas mal d'erreurs, et ce qui fait que Marta Cavalli avait subi un gros accident ce jour-là. Mais du côté de Marta Cavalli, c'est vrai que ça fait depuis 2 ans et demi que c'est un peu la galère, et là de la revoir à un bon niveau, eh bien ça fait plaisir. Liane Lippert, surpris, demi-surprise pour moi, et même inquiétude du côté de Liane Lippert. Normalement, elle doit passer le Poggio. La Liane Lippert des championnats du monde en Australie passe le Poggio. Le problème, c'est que la Liane Lippert, depuis qu'elle est chez Movistar, c'est compliqué. Surtout depuis l'an dernier, où c'est vrai qu'elle a ce rôle d'unique leader depuis le départ de Van Vleuten. Et le fait que la Movistar ait recruté Kat Ferguson, c'est pas vraiment dans l'habitude quand même de la Movistar chez les garçons d'aller chercher des concurrents aussi jeunes, surtout quand ils ne sont pas espagnols, de tenter des coups à ce point-là. Ça montre bien qu'on fait peut-être plus vraiment confiance à Liane Lippert. Le fait qu'on ait demandé presque à Liane Lippert de protéger Kat Ferguson, ça veut peut-être dire qu'on ne fait plus confiance à Liane Lippert. Et moi, je me souviens quand même de la Liane Lippert quand elle arrive de la DSM. Normalement, ça doit être la remplaçante de Van Vleuten. C'est comme ça qu'elle est vendue par Movistar. Tu t'aperçois que 2 ans après, on n'y est pas. On n'y est pas du côté de Liane Lippert, et je trouve qu'elle régresse même en termes de niveau. Pfeiffer Gorgi, bon, qui remporte le sprint du peloton. Un peu trop dur pour Gorgi. Gorgi, c'est vraiment une fille qui est très performante sur les classiques, mais il ne faut pas que ça soit trop vallonné. Et là, dans le final, il y avait trop de pourcentage. C'est une fille qui a une grosse pointe de vitesse. Pour moi, c'est une fille qui peut gagner Paris-Roubaix, par exemple. Paris-Roubaix chez les filles, ça lui convient parfaitement. Sauf que quand c'est un peu plus vallonné, ça devient plus difficile pour Pfeiffer Gorgi, donc dommageable pour elle. On pourrait penser à un Seb Van Mark, par exemple, mais avec de la pointe de vitesse, plus de pointe de vitesse que Seb Van Mark, mais c'est un peu ce profil-là, c'est-à-dire que ça passe pas super les bosses quand même, hein, on va pas se mentir. Du côté de Pfeiffer Gorgi, Vlodarczyk 17, devant donc Kat Ferguson, très très belle course.
de Kate Ferguson. La Volker Wessel avec Van Persteinbeke, je pense que je prononce très mal, qui est tombé avec Kate Ferguson. Et puis ensuite, donc les EF sont là. Alroun du côté de la Uno X, hein, donc Simone Boilard. C'était ma dernière tentative aujourd'hui de Simone Boilard sur ce Milan San Remo femmes. Ça n'a pas été exceptionnel. Blanca Bass, mais qui a fait beaucoup de travail d'équipière. Alors Mavi Garcia, c'est bizarre parce qu'elle était super bien placée avant le Poggio. Mais elle a dû vraiment craquer, parce qu'elle était bien placée avant Ciprezza Poggio, elle a vraiment dû craquer, et surtout hein, du côté de la Livadula, eh bien le problème c'est qu'on a perdu Paternoster, on a perdu beaucoup de monde sur chute, et au bout d'un moment, ça a forcément des conséquences. Fischer Black, Amanda Spratt 29 et 30e, et puis donc Imogen Wolf, bien aussi, hein, on parle de Kate Ferguson, mais Imogen Wolf, elle a 18. Voilà, c'est bien ce que je me rappelais du côté d'Imogen Wolf. Donc, vraiment bien aussi ce qu'elle a fait, la Britannique, qui a fait déjà 5e du Tour d'Extremadure. Voilà, donc Imogen Wolf. Ils ont 2 très bonnes jeunes hein, chez Visma. Hein, parce que Imogen Wolf et Marion... j'ai oublié son nom, qui était chez Saint-Michel l'an dernier. Ça va me revenir. Marion Bunel, voilà, j'allais dire Marion Boras, mais voilà, c'était pas Marion Boras, Marion Bunel également. Et puis Schladonova aussi, qui était présente au championnat du monde junior. Donc ouais, il y a du beau monde dans cette équipe. Hein. Schladonova qui vient également du VTT. Donc ouais, on rajeunit bien l'effectif là. Hein. Puis il y a Rinman également, je vois une jeune, 2 jeunes néerlandaises aussi. Ouais, non, il y a du beau monde dans cette formation. Eh bien voilà, je crois que nous avons fait le tour du côté de ce Milan San Remo féminin. Schladonova, tiens, en passant, qui a 18 ans, fait quand même top 50 hein, aussi de cette épreuve. Faulkner donc lâché, Skazigard, Mollman a été tombé je crois à Nokere, peut-être pas forcément à 100%. Voilà du côté de cette course. Eh bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao ciao.